Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier podcast Stratéab. Et nous avons l'honneur d'être reçus par le député Marcelin Nadeau à l'Assemblée nationale pour évoquer le sujet du recul de trait de côte. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce premier podcast de Stratéab où nous allons évoquer les sujets de l'habitat, de l'immobilier, de l'aménagement du territoire. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'être avec le député Marcelin Nadeau dans l'enceinte de l'Assemblée nationale qui nous reçoit pour cette première et nous l'en remercions. Marcelin Nadeau, peut-être que vous pouvez vous présenter, mais avant tout, dire à ceux qui nous regardent que nous avons eu l'occasion de nous rencontrer il y a plusieurs années, lorsque notamment j'étais dirigeant de la société Ozanam. Et on s'était rencontrés à l'époque, je m'en souviens très bien, puisque vous veniez me voir pour des sujets de foncier liés à la relocalisation des habitants. Vous étiez à l'époque maire du Prêcheur. On se connaît, donc est-ce que vous êtes d'accord? On se tutoie et puis ce sera peut-être plus simple entre nous. Alors Marcelin, tu as une vie politique qui s'inscrit déjà depuis un certain temps au niveau de la Martinique. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours et puis comment tu es arrivé sur ces thématiques de développement durable et cet intérêt auprès de l'évolution des territoires? Je te salue, je salue ton initiative. Je trouve ça très, très intéressant d'essayer de vulgariser autant que possible un petit peu les stratégies et les politiques qu'on met en place de manière à mettre à la fois la population en sécurité et à réorienter notre aménagement et notre développement. Alors moi, mon engagement, il est constant, il est peut-être ancien. Ça part d'être dans un premier temps, c'était essayer de mettre autant que possible l'être humain au cœur de nos préoccupations. Et maintenant, on a compris que ça ne suffisait pas parce que l'être humain était un animal, donc s'inscrivait dans la nature, il était dedans et que en cela, eh bien oui, donc c'est le vivant qu'il fallait mettre au cœur de nos préoccupations. Et en le comprenant, c'est vrai que ça a été un engagement avec d'autres militants écologistes. Je parlais peut-être de celui qui a inventé l'écologie décoloniale, avant l'heure peut-être Garcin Malsa. Donc j'ai pu travailler et militer avec lui, jusqu'à ce que je devienne effectivement maire du Prêcheur. Et comme je suis plutôt écologiste, effectivement, j'ai pensé que il fallait des utopies concrètes, c'est-à-dire que, bon, penser c'est bien, avoir cette vision globale c'est bien, mais agir localement, comme disent les écologistes, c'est encore mieux. C'est ce que nous avons essayé de faire de façon modeste et avec beaucoup d'humilité aux prêcheurs, avec, bon, bien sûr, des réussites, mais avec aussi des faiblesses. Enfin, ça, on peut faire le bilan de tout ça. Mais je crois que nous avons voulu, que nous avons osé, et en quelque part, ce qui nous a été démontré, c'est qu'une population, quand on lui explique des enjeux, elle peut adhérer. Alors, elle n'adhère pas à tout, forcément, parce que là aussi, il faut accepter le principe de la démocratie. Mais nous avons pu faire passer dans notre population, en tout cas aux prêcheurs, un certain nombre d'idées et qui ont été reprises. Et je crois que, contrairement à ceux qui pensent que l'écologie, c'est seulement une question de bien-pensance petite bourgeoise avec un petit peu l'image du bobo, il se trompe. Quand on a une volonté de développer, je veux dire, une écologie plus populaire, eh bien, les gens peuvent adhérer parce qu'ils comprennent quelquefois que si on scie la branche sur laquelle bon, on est assis, eh ben, bon, on a des chances de se retrouver par terre, quoi. Donc je pense que c'est une expérience qui a été très enrichissante, très intéressante, et bon, que certains pourraient juger ambitieuse. Mais nous, quand il s'agit de mettre en sécurité des personnes, quand il s'agit de protéger des vies, quand il s'agit de protéger la vie, nous nous disons qu'il n'y a rien d'ambitieux et que l'ambition, en tout cas, elle est légitime. C'est ça que nous estimons que tout ce que nous avons développé, comme le projet de recomposition urbaine, projet duquel tu viens de parler, je pense que c'est un projet essentiel, important. Et je suis très heureux et très fier d'avoir, effectivement, avec d'autres, hein, notamment certains organismes de l'État, parce qu'on reparlera un peu de l'État. Je pense notamment au plan urbanisme, construction, architecture, le PUCA. Je pense à la DL Martinique. Je pense à l'Agence des 50 pas géométriques. Et puis à quelques partenaires, comme les bailleurs sociaux, singulièrement aux ANAM, qu'on a pu convaincre, qui ont cru dans ce projet
et avec qui on a pu porter une espérance en quelque part. Parce que face aux risques naturels, très souvent, on est plus dans une logique de fatalisme. On a l'impression qu'on peut rien. Bon. Donc il faut sortir de cette logique fataliste pour penser l'adaptation de notre vie, de nos pratiques, de notre manière d'occuper l'espace, de notre manière d'habiter le territoire. Il faut l'adapter aux réalités, hein, qui est parmi donc, notre forte exposition au risque naturel. Bon, pour nous, c'est une constante. Maintenant, aujourd'hui aussi, à la réalité effectivement du changement climatique qu'il faudra absolument prendre en compte. Voilà. Donc tout ça fait que voilà, nous avons mené cette expérience dont je suis fier, mais c'est vrai aussi que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et la gestion non plus, notamment des enjeux, des défis. On a pu essuyer quelques échecs avec aussi des processus très longs. Je prendrai un exemple. La question, par exemple, de la protection de l'écosystème marin, de la biodiversité, de la ressource halieutique. Bon, là, on a été la première commune de Martinique à avoir lancé un projet avec, à l'époque, la région, etc. Un projet de réserve marine naturelle. Et bon, aujourd'hui, juridiquement, sur le papier, cette réserve existe. Il y a eu quelques bons, notamment grâce au soutien du parc naturel régional, qui en a la gestion. Mais il reste encore beaucoup à faire et je trouve que le processus peut être lent. Maintenant, ce que je crois, c'est qu'il ne faut jamais contraindre les populations. Par exemple, s'agissant des marins pêcheurs, c'est vrai que ce sont des acteurs essentiels de notre espace maritime. Et à mon avis, on ne peut pas faire de préservation, de protection sans eux. Il est normal que justement, le processus passe par, même si elles peuvent être considérées comme longues, mais par des négociations et une concertation avec eux. Alors justement, Marcelin, essayons d'aller un petit peu vers ton territoire, le nord de la Martinique, le Prêcheur, et ces sujets de montée des eaux, de recul du trait de côte, comment au fil des années ça s'est matérialisé de façon très concrète pour les habitants? Comment ils ont vécu cette montée des eaux? Comment les communes, la commune et peut-être également les autres concernés ont dû s'adapter, quelles difficultés elles ont dû à relever sur un plan concret dans la vie quotidienne des habitants. C'est-à-dire que, bon, on parle aujourd'hui effectivement de changement climatique, d'élévation du niveau de la mer, de l'acuité, du risque d'inondation. Mais je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est ça que l'expérience préchotine est du Nord, enfin, est une expérience intéressante. Parce qu'en fait, il y a une histoire de la résilience. Et je pense qu'il faut être dans... Parce qu'il faut convaincre des gens, en fait. Et pour convaincre des gens, il faut un véritable récit. Et ce récit, il part de notre histoire. Il faut jamais oublier que 1902, ça a été un traumatisme énorme. Alors, on ne parle que des morts de Saint-Pierre. Saint-Pierre a disparu, mais Prêcheur, juste à côté, on a souffert. Et bon, tout le monde n'est pas mort. Et les gens, dans notre mémoire collective, il y a quelques traces de ce passé-là. En 1902, qui est la date de l'éruption de la montagne Pelée. Bon, il y a eu encore aussi 1929-1932, une autre phase éruptive. Et les gens, à chaque fois, ils sont partis, ils sont revenus, et chaque fois qu'ils sont revenus, ils se sont efforcés de s'adapter à ces réalités-là. Par exemple, ils ont occupé la frange littorale, ils ont abandonné les flancs de la montagne Pelée tout en y allant pour cultiver les bonnes terres s'y trouvant, avec ce mouvement pendulaire. Donc, ils se sont adaptés dans leur manière d'occuper l'espace à cette réalité-là. Chaque génération, etc., doit découvrir sa mission, n'est-ce pas? Donc, eux, ils ont pensé par rapport à leur vécu lié à l'éruption de la montagne Pelée, mais il nous appartenait, nous, de poursuivre justement ce récit-là à travers l'adaptation à d'autres risques, que sont notamment les risques littoraux, les tsunamis, la submersion marine et tout ça. Et puis, il y a aussi la rivière. Et c'est là que nous nous sommes dit qu'il nous appartenait avec eux de poursuivre cette histoire. Et c'est là que nous avons lancé cette stratégie. Alors, c'est parti des risques littoraux, de dire, ouais, mais on est dans une commune où, effectivement, on a eu plusieurs événements liés à l'effet de la houle cyclonique. On pense à l'ENI, mais les gens se sont adaptés, notamment la commune, avec la région de l'époque. Ils ont une stratégie de relogement, mais pas très loin, mais de relogement provisoire. Mais on s'est dit que tout ça, le provisoire n'est peut-être pas la solution. Il faut que nous ayons l'ambition d'un vrai projet. Donc après, on a appris ça en recomposition urbaine. Et on a répondu
fort opportunément, mais bon, de façon plutôt imprévue, à un appel à projet à l'époque du ministère de l'Environnement, à l'époque où Ségolène Royal était ministre, qui s'appelait Le littoral de demain. Donc, il s'agissait simplement de mettre des jeunes architectes préparant un DSA, enfin, une spécialité, de les mettre en contact avec un territoire littoral. C'était le cas du prêcheur. Donc, d'autres ont refusé, en se disant, c'est vrai que je comprends les maires, des fois les études, tout ça, ça les barbe peu. Bon, nous, on a dit, ouais, on accepte. Mais on a dit à condition que ça ne soit pas une énième étude qui aille dans des placards ou dans un placard et qu'on puisse effectivement, et puis de semer quelques illusions de la population, ça ne nous intéresse pas. Donc, on a voulu qu'il y ait du concret après. Et c'est vrai que les jeunes étudiants, et je les salue d'ailleurs, ils ont vraiment joué le jeu. Ils ont compris aussi notre vision politique. Ils se sont appropriés, c'était pas des Martiniquais, ils se sont appropriés donc vraiment bon, la pensée de gens comme Glissant sur la notion de trace, quant à la relation entre mer-terre, la conquête des mornes, enfin tout ça. Et on a débouché sur deux idées fortes ou deux idées forces. C'est l'idée qu'il y ait un équipement refuge pour accueillir les gens en cas de sinistre, en cas d'événement naturel. Et la deuxième idée, c'est comment repenser notre occupation du territoire et notre vision de l'économie, parce qu'ils sont allés à dire, bon, il faut peut-être reconquérir les mondes, mais il faut peut-être des constructions moins dépendantes de l'extérieur quant aux fournitures de matériaux. Et donc tout cela, je pense qu'ils ont développé donc, un certain nombre d'idées forces, et après ça, il a fallu les reprendre derrière, et bon, nous avons obtenu la possibilité de lancer ce qu'on appelle un appel d'offres euh, à maîtrise d'ouvrages urbaines, paysagères et sociologiques. Donc, du coup, ça a été Philippe Madec et bon, Antoine Petitjean retenus. Et là, nous avons travaillé sur un plan guide, c'est-à-dire comment envisager l'avenir du prêcheur par rapport à son exposition risque naturel sur 30 ans. Et dans un premier temps, on a décidé de se concentrer sur le bourg historique. Et c'est de là qu'on a dit que face au bourg historique qui ne devait pas disparaître, on pouvait, sur les hauteurs, aménager une sorte de nouveau quartier à partir d'un équipement refuge qui était une école en mesure d'accueillir 300 personnes. Donc, c'est ça qui a été la stratégie de départ. Et du coup, il a fallu développer de l'ingénierie, trouver des moyens. Et c'est ce combat-là que nous avons commencé à mener et qui n'est pas gagné. Alors, pourquoi il n'est pas gagné? C'est là qu'on peut bien comprendre la réalité du fonctionnement de l'État et que l'État n'est pas un bloc monolithique. Il y a des orientations globales qui sont données, mais dans l'appareil d'État lui-même, on peut trouver des alliés et on peut trouver des adversaires farouches. Moi, je me souviens encore, j'avais été complètement effaré lorsque, bon, bah, un représentant à l'époque, hein, de l'État local, pour ne pas donner trop d'indices, m'a sorti concernant, il voulait absolument que parce qu'il y avait une urgence qui nous imposait une sorte d'école avec des modulaires. Moi, je refuse ça, parce qu'il y a des maires qui acceptent ces écoles en modulaire. Bon, si c'est provisoire, d'accord, je veux bien. Mais si c'est définitif, je dis niet. Et quand on nous a demandé des garanties pour être sûr que le provisoire n'allait pas durer, on ne les a pas eues. En plus, on nous expliquait que si on finançait cette école provisoire, vous n'auriez pas eu les financements pour financer une école définitive. Donc pour nous, ça voulait dire que l'école provisoire devenait définitive. Et puis il y a eu d'autres solutions, du style, bon, c'est un d'enseignants qui ne voulaient pas forcément se rendre au prêcheur, je ne sais plus pour quelle raison, ont émis l'idée comme ça de transférer l'école, enfin les élèves du prêcheur, il y a plus de 200 élèves, vers Saint-Pierre. Dignette, il fallait me passer dessus pour faire ça. Je pense que c'est pas évident. De côté, il y a ces gens de l'État qui ont ces solutions simples, hein, comme en 1902 d'ailleurs. Je voudrais simplement dire qu'en 1902, l'État, il était question de rayer et Saint-Pierre et Prêcheur de la carte des communes et les rattacher leur territoire au Carbet. Voilà, c'est ces solutions simplistes, aberrantes, qui se mènent en négation complète des réalités humaines et de la dimension humaine des choses, bon, ben, qui peuvent mener à des aberrations. Et il faut des élus pour dire non. Et par contre, à contrario, nous avons pu trouver des alliés conscients de l'intérêt et de l'enjeu d'un tel projet, celui du Prêcheur, même s'il est ambitieux, même s'il est coûteux, mais qu'il pouvait aussi servir d'exemple. En sachant que là aussi, bon, quand on parle du Prêcheur, du Nord, bon, on a l'impression que tout ça est détaché d'enjeux plus importants. Nous pensons, et je pense d'ailleurs notamment avec Antoine Petitjean, que sur la question du Prêcheur, bon, c'est Pierre-Miquelon par exemple, l'État ne voit aucun inconvénient
L'État est même est allé à suggérer à Miquelon, très précisément, de mettre en place un projet de recomposition urbaine que nous avons prêché, plus intéressant, car plus complexe, avec une autre dimension sociale. Alors, il y a deux aspects que je vois à ça. Déjà une dimension, mais la réalité des classes sociales, pour moi, elle existe. À Saint-Pierre-et-Miquelon, ce sont des gens plus riches. Au Prêcheur, ce sont des gens plus pauvres. Donc, on soigne les riches quand on néglige les pauvres. Et puis, le deuxième aspect, c'est la dimension géostratégique. Aujourd'hui, la France a peur de perdre pied dans l'Atlantique Nord. Pour la France, les enjeux ne sont pas les mêmes vers chez nous, dans l'autre partie de l'Atlantique. Donc ça aussi, ça entre en ligne de compte. Donc, et c'est là où je pense qu'il faut que nous ne perdions pas de vue, parce que bon, il y a des élus qui pensent que en reprenant simplement des éléments techniques de gestion, tout le monde veut être un bon gestionnaire, mais nous l'aurons nous-mêmes. Il faut comprendre que dans notre action quotidienne, il ne faut jamais perdre de vue la dimension politique, les volontés politiques qui nous dépassent, a priori, et les enjeux géopolitiques et géostratégiques. Je pense qu'il faut avoir l'esprit de cet élément-là. Et on peut se dire que quelquefois, il y a des calculs macabres qui sont faits. C'est-à-dire ce que coûte à l'État de maintenir une population par rapport à son exposition au risque, par rapport à ce que rapporte ce territoire à l'État dans sa vision géopolitique, géoéconomique et géostratégique. C'est ça, ces réalités-là. Et je crois que c'est là où mon engagement écologiste et humaniste prend sens. C'est-à-dire qu'il faut refuser cela. Il faut refuser ça au nom du respect de l'homme, de l'être humain, enfin l'homme et la femme, bien sûr, de l'être humain, du respect du vivant. C'est ce choix-là qu'il faut faire. Et c'est là où aussi il faut se dire qu'une orientation politique peut s'imprégner de valeurs. Et ce que je trouve malheureusement, c'est que, y compris en matière de stratégie d'aménagement du territoire, on a l'impression que c'est des considérations techniques, mais pas du tout. Il faut savoir prendre en compte, eh bien oui, la vie des gens, leurs préoccupations, parce que pour nous, ce qui est important, c'est servir le vivant et dans le vivant, servir l'être humain. Alors justement, face à cette stratégie assez globale de l'État au regard de différents territoires que tu exposes à l'instant, comment le territoire, dans sa composition de communes, dans sa composition au sein d'un EPCI, et voire dans sa composition au sein de territoires plus global, notamment sous l'égide de la collectivité territoriale de la Martinique, comment elle s'organise, comment ces strates administratives s'organisent pour justement créer un mouvement qui pèse et qui défend les enjeux des populations locales. Alors, je suis de plus en plus municipaliste ou communaliste. Non, je m'explique, parce qu'en fait, les deux entités dans le système institutionnel français à avoir la compétence générale, c'est l'État d'une part et les communes d'autre part. Tout le reste, ce sont des compétences spéciales. C'est pour ça que, et là, je défends le principe de subsidiarité. D'ailleurs, je n'ai rien inventé du point de vue juridique, mais y compris du point de vue de la volonté politique. C'est Joseph Lagoselière qui, lors justement de la phase du petit volcan, là, entre 1929 et 1932, disait que face au risque naturel, il faut ce qu'il appelait patriotisme local. Alors, c'était pas du tout un patriote au sens où on l'entend aujourd'hui en Martinique, hein, parce que c'est un assimilationniste, Joseph Lagoselière, tout en étant un homme de gauche. Mais quand il parlait de patriotisme local, il évoquait surtout la possibilité que l'ensemble des acteurs soient dans justement un processus de concertation, de négociation, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités dites majeures, donc à l'époque Conseil général, et que ce soit les communes ou les intercommunalités. À partir de là, la commune a, quand on dit qu'elle a la compétence générale, c'est-à-dire sur de nombreux sujets, elle a la capacité juridique d'agir, mais elle n'en a pas toujours les moyens, soit humains, soit en termes d'ingénierie, soit au niveau financier. Donc, des fois, celui qui peut fait, mais de sorte que l'ensemble des actions convergent dans l'intérêt des populations. C'est un peu ça. Et c'est cette idée que je reprends aussi dans la gestion de ces aspects. Aujourd'hui, trop souvent, on le voit bien quand il y a des délégations de pouvoir, et c'est le fait que c'est pas la subsidiarité, mais c'est la substitution. Moi, je refuse la substitution parce que je lui préfère la subsidiarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une commune délègue une compétence à un établissement public de coopération intercommunale, on a l'impression que
les communes se départissent complètement, alors qu'elles devraient garder un contrôle. Concrètement, quand vous avez un problème de collecte de déchets, les gens, ils vont pas voir le président de l'EPCI, ils vont voir de la communauté d'agglo, par exemple, ils vont voir le maire. Alors, s'il n'y a aucun moyen pour le maire d'influencer ou d'exiger un certain nombre de choses aux responsables de l'EPCI, ça devient problématique. C'est parce que c'est une compétence communale à l'origine, en fait, qui a été déléguée. Et ça, c'est ces mécanismes-là que nous devons comprendre. Et c'est vrai que trop souvent, on subit la concurrence des collectivités. On va subir la concurrence des collectivités, la collectivité majeure, CTM, région, département, avec les EPCI. On ne doit pas entrer dans cette logique-là. Et puis, en sortant aussi de cette vision un peu géométrique des compétences. C'est-à-dire, il y a telle à telle compétence. À mon avis, il faut une fluidité des compétences, et c'est ça la subsidiarité, de manière à ce que l'ensemble des responsables consentent à travailler ensemble avec un objectif particulier. Cela étant, bon, tout le monde ne peut pas commander tout le monde. Et c'est pour ça que je suis aussi assez favorable à la notion de chef de file. Et ce que je dis n'est pas abstrait. Bon, quand je prends l'exemple des plans de gestion, je ne sais pas, par exemple, des plans de gestion sur la question du Mont-Conil, Port-Prêcheur et Grand-Rivière. La difficulté, c'est on ne sait jamais qui est responsable vraiment. Et là, très souvent, l'État a tendance à tirer à soi la couverture. Moi, je pense qu'il faudrait laisser la possibilité aux communes d'être chef de file, parce qu'il y a la proximité, parce qu'il est normal qu'à travers les politiques communales s'exprime une volonté des gens, une volonté populaire, ce sont des élus, mais en même temps que les autres acteurs, que ce soit les collectivités majeures et les services de l'État, consentent à jouer le jeu à ce niveau-là. C'est ce modèle que je pense qu'il faut absolument proposer pour être au plus près des réalités, comprendre les aspirations des gens et mettre en œuvre des politiques qui répondent justement à leurs besoins et à leurs aspirations. Alors tout à fait, parce que face à la montée des eaux et à la recomposition spatiale que tu évoquais, bon, l'entrée a été sans doute celle des écoles, mais il n'y a pas que les écoles, il y a les routes, il y a les logements, il peut y avoir des bureaux de poste, il peut y avoir des activités commerciales, il peut y avoir des enjeux immobiliers, il y a des enjeux agricoles. Donc la recomposition spatiale d'un territoire, elle doit sans doute être impulsée par un maire, mais elle ne peut pas se faire seule. Le maire ne peut pas seul porter peut-être ce défi. On est d'accord, c'est pour ça que je parle de la subsidiarité. Il ne faut pas qu'il porte seul le projet, mais il ne faut pas qu'il soit dépossédé du projet. Tout à fait. Ça, c'est important. Mais là, justement, pour revenir à l'idée que tu évoquais, pour moi, je le pense avec des gens, y compris comme Madec, tout ça, la question de la résilience, de la mitigation, tout ce qu'on veut, c'est de l'adaptation à l'exposition aux risques naturels, c'est une entrée. C'est-à-dire, on peut concevoir que l'objectif qui est de mettre une population en sécurité peut être une entrée en termes d'aménagement du territoire, mais de développement aussi. Surtout qu'on ne peut que constater que, au fond, les populations qui sont fortement exposées au risque, des fois, de populations pauvres, en Martinique en tout cas, je ne vais pas généraliser, quand on prend le Nord, ce sont ces populations-là qui sont aussi sinistrées du point de vue économique et social. C'est pas parce qu'ils sont incapables par rapport à d'autres. C'est parce que le modèle économique rend des territoires plus pauvres que d'autres territoires et rend des populations plus pauvres que d'autres populations. Et l'idée, c'est en fait de se dire, on se met à l'abri du point de vue des risques naturels, mais en même temps, on fait de cette stratégie de résilience et de mise en sécurité une stratégie nous on parle de refondation. Le projet du Prêcheur est un projet de refondation. Quand on parle de refondation, c'est pas seulement sur le plan de l'aménagement, c'est aussi sur le plan économique. Et là aussi, c'est la dimension expérimentale du projet. Et là, c'est des aspects, disons, relevant de l'innovation qui peuvent être intéressants. Pourquoi? Parce qu'on va développer aussi, bon, quand on voit le projet d'utilisation de matériaux biosourcés, géosourcés, c'est une nécessité, puisqu'il faut améliorer le bilan carbone des constructions. Eh bien, nous, au Prêcheur, à travers notre projet, c'est-à-dire qui consiste à nous mettre en sécurité,
On va développer une expérience de construction à partir de matériaux géosourcés et biosourcés. Mais l'idée sous-jacente, c'est qu'on crée aussi des filières. Je prends un exemple très concret. Quand certains des lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt proposent de faire des briques en argile mélangées avec des sargasses, bon, ben oui, on va faire un prototype, ça sera intéressant, on va héberger une famille. Mais l'idée, c'est de créer pour fournir ce matériau-là une véritable filière pour la Martinique. Donc, on voit comment là aussi, on peut être moteur de développement économique. Et c'est le fait de raisonner en silo qui n'a pas de sens. C'est-à-dire, il y a d'un côté les risques, il y a de l'autre côté le développement économique, il y a de l'autre côté l'aménagement du territoire, il y a d'autre côté l'autonomie ou l'autosuffisance alimentaire ou énergétique. Mais revenons à la question justement de l'autonomie alimentaire. Moi, je préfère le terme de souveraineté. Eh bien, on a lié au projet de recomposition urbaine du Prêchant un projet alimentaire territorial. C'est pour voir comment on peut, ce que nous produisons, et comment, par le biais de circuits courts, c'est notre population qui a en priorité alimentée avec notre production. Au lieu d'aller vers des aberrations qui font que, mais ce que je dis pour le Prêcheur est vrai pour la Martinique, où on va, tout ce qu'on va, enfin, 90% de ce qu'on va manger viendrait de l'extérieur, et lorsque 90% de ce que nous produisons va à l'extérieur. Ça n'a presque pas de sens. Y compris dans la question des déplacements par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, tout ça n'a pas de sens. Donc le projet alimentaire territorial vise à repenser la manière dont nous produisons nos moyens de subsistance, et la manière dont ces moyens sont distribués, et à qui ils sont distribués. Et c'est tout ça, et ça, je pourrais en dire autant pour la question de la souveraineté énergétique. On importe des énergies fossiles, on a une électricité produite à partir d'énergies fossiles, mais alors que, on voit bien, on a un potentiel énorme en matière d'énergie renouvelable, mais qui est sous-utilisé. Justement, mais la question, par exemple, des risques, si je reviens à la question des risques, ce que nous avons voulu, c'est aussi penser à notre alimentation. Parce que ce qu'il faut comprendre, et tous les spécialistes le disent, très souvent, et ça s'est vérifié en 1902 Prêcheur, on avait l'impression d'être abandonné parce que les secours ne peuvent pas arriver tout de suite. Donc pour les communautés, il faut, pendant un certain temps au moins, une capacité d'autonomie et d'autosuffisance alimentaire, énergétique, parce que les secours n'arrivent pas tout de suite. Et d'ailleurs, les secours qui arrivent le plus vite, c'est les secours qui sont les plus proches. C'est pour ça qu'on dit que dans la perspective justement d'une mitigation efficace, il faut déjà soigner les relations avec les voisins de la Caraïbe, les voisins en termes de communes, mais il faut aussi penser son autonomie, donc au niveau alimentaire, au niveau énergétique, et c'est ce que nous faisons. Nous disons que la question des risques, c'est pas une question complètement isolée, c'est pas aussi une question, une approche aussi de laquelle nous nous détachons, qui est une sorte d'approche un peu glauque, c'est-à-dire c'est les morts, on va secourir des gens, mais on se dit non, la question des risques, c'est avant tout notre capacité de nous adapter et de nous organiser. Et la question des risques nous commande de penser nos communautés comme des communautés autonomes. Alors à plusieurs niveaux. L'autonomie des communes, on le voit bien que quand on aborde des questions d'organisation, pratique, d'adaptation, notamment au changement climatique, ça passe par une forme de gouvernance qui ne peut pas être une gouvernance centralisée, où on renvoie toujours à celui qui est plus haut, et puis on est toujours dans cette relation de dépendance. On le voit bien d'ailleurs quand on parle de géopolitique, de géostratégie, chaque fois qu'il y a un événement naturel, une catastrophe quelconque, on voit arriver les militaires français, mais c'est une image, et dans la tête des gens, et beaucoup de gens chez nous en Martinique raisonnent comme ça, ils se disent, mais vous qui voulez, je sais pas, l'autonomie ou l'indépendance, mais s'il n'y avait pas la France, que ferions-nous? Mais tout ça est fait pour ça, c'est-à-dire nous rendre plus dépendants. Et la pire des dépendances, c'est la dépendance au moment des moments, c'est la dépendance que l'on peut connaître au moment de situations compliquées, difficiles, malheureuses. C'est pour ça qu'il faut penser cette question. Bon, tous les spécialistes des risques le disent, il faut absolument que nous soyons conscients de notre exposition notamment au risque sismique, il faut s'organiser en conséquence, il faut aménager en conséquence. Mais ça a un côté un peu morbide. Je crois qu'il faut sortir de cette morbidité pour construire une sorte de vision un peu plus heureuse, plus joyeuse de la nécessaire adaptation de notre
notre manière d'occuper le territoire à la réalité des risques naturels et à la réalité du changement climatique. Alors, à côté de la question de gouvernance, alors une question quelquefois que je suis obligé de poser, c'est celle du financement. Est-ce qu'il y a eu, avec ces émergences au niveau de l'État, de commencer à travailler le recul du trait de côte par rapport à l'expérience que tu as connue? Est-ce que tu as senti également une construction, une logique de financement liée à ce genre de problématiques? Ou est-ce que le financement n'est finalement que symbolique parce que le sujet n'est peut-être pas pris de façon urgente, hein? Comment tu as senti cette maturité du financement? Quelles ont été peut-être les expérimentations qu'il y a eu? Euh, comment ça s'est passé ou comment ça a commencé à se construire, voire se co-construire en termes de financement pour accompagner les populations? Alors, on était toujours, bon, quand on voit la philosophie, y compris du Fonds Barnier, on était toujours dans l'idée de réaction, mais on n'était jamais dans l'idée d'anticipation. Et bon, les choses évoluent quand même, y compris au niveau de l'État. Mais sur le plan financier au sens strict, c'est vrai que quand on a voulu lancer ce projet du prêcheur, ce qui a fait défaut, c'est l'ingénierie financière, parce que en fait, les dispositifs sont quasiment inexistants. Et l'ingénierie financière, bon, déjà, ça suppose que c'est des moyens humains de cette ingénierie financière. Heureusement qu'on a pu bénéficier de la solidarité, par exemple, de l'Agence des 50 pas géométriques, puisque bon, le Prêcheur est une commune modeste par sa taille, par ses moyens humains aussi, pour nous aider. Parce que comme il n'y a pas de... les processus ne sont pas balisés. Ça veut dire qu'il faut aller chercher les dispositifs existants pour voir comment on les combine. Un peu de fonds Barnier, un peu de fonds européens, un peu de... Et ça, c'est dommage. Alors, maintenant, il y a le fonds vert depuis quelques années. Mais là, c'est largement insuffisant. C'est pour ça que l'un de nos combats, mais ça, on le partage avec notamment d'autres élus de l'Association nationale des élus du littoral en France, l'idée qu'il y ait un fonds dédié au traitement de la question du trait de côte. Un fonds dédié pour ça. Alors, il y a eu, parce que le recul du trait de côte n'est pas considéré comme un risque, mais il y a quand même très récemment une prise en compte très forte avec donc un dispositif législatif sur la question du trait de côte pendant 30 ans. Mais là aussi, on n'est pas dans l'anticipation. Et là, je vais dire quelque chose qui est grave. En fait, je connais un maire en France, qui est un ancien maire, puisqu'il n'est plus maire. Bon, nous partageons cette passion pour la question de la mer et du littoral, donc de Luce de Léron, qui a mené toute une réflexion sur la question de l'occupation du littoral, notamment d'habitation, de résidence secondaire. J'ai vu aussi, par exemple, au Canada, qui avait une réflexion très poussée dessus. Et au final, quand j'analyse bien le dispositif concernant la question du trait de côte, j'ai l'impression on a plutôt pensé on a eu une vision un peu patrimoniale de l'approche. C'est-à-dire comment préserver un patrimoine économique et financier pour des gens qui, du jour au lendemain, devraient effectuer un déplacement. Et d'ailleurs, quand on analyse bien, y compris la stratégie dite nationale du trait de côte, c'est le repli stratégique. C'est-à-dire comment replier. Donc, pour replier, comment indemniser, etc. Donc, mais oui, on a toujours cette vision, et c'est là où on comprend que les enjeux politiques sont très souvent liés aux catégories, aux lobbies, à ceux qui influencent, quoi. Donc, les assurances et tout ça. Mais nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est pouvoir donner, justement, aux collectivités volontaires les moyens d'une autre forme d'aménagement, permettant aux personnes de s'adapter à la réalité d'exposition aux risques naturels. Et on va très loin. La philosophie même du projet du prêcheur, elle relève de quoi? Mais elle relève de la vision, par exemple, que les Kalinago avaient de l'occupation de l'espace. Les Kalinago ne considéraient pas que le côté un peu fixiste, comme on dit, était la bonne solution. Ils étaient très mobiles dans la manière de se déplacer. Et d'ailleurs, pour prendre un autre exemple, puisque là, on ne va pas parler de Kalinago, mais de Kalinia,
C'est en Guyane. Notre ami, par exemple, Jean-Paul Ferreira, dans sa commune, il m'expliquait très bien que le problème, en fait, du trait de côte, etc., les Calignans ne le connaissaient pas. Mais c'est quand on a implanté une poste, une école à un endroit de manière fixe que le problème s'est posé. Mais dans la civilisation caligna ou amérindienne, il y a cette mobilité qui permet une adaptation à l'exposition que nous n'avons plus. Et ce que nous avons voulu à travers ce projet du prêcheur, c'est retrouver cette mobilité. Mais on ne parle pas de rien. C'est-à-dire que quand il y a eu la Ouleni, par exemple, les gens, il y a eu très vite, effectivement, la région, la commune se sont mis ensemble. Ils ont trouvé un terrain, jusqu'à présent, c'est pareil, des problèmes de propriété, tout ça. Et ils ont installé des gens, soi-disant, de manière provisoire à un endroit. Mais les pêcheurs, par exemple, qui avaient besoin d'être auprès de la mer pour faire leur travail, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé la maison qu'ils avaient, bon, rétro-littoral, c'est-à-dire un peu plus loin, qu'on leur avait donné. Mais en même temps, ils ont réoccupé la maison qu'ils avaient près de la mer. En se disant que quand il y a un mauvais temps, bon, bah, le mauvais temps est annoncé, et à ce moment-là, ils prennent les devants en allant justement dans la maison qui se situe en rétro-littoral. Donc il y a cette mobilité qu'ils ont installée, etc. Je pourrais prendre un autre exemple, c'est l'exemple de D en Guadeloupe aussi, où les commerçants, bon, à force d'être malmenés par la houle, mais alors qu'ils habitaient sur place, ont décidé d'habiter en rétro-littoral, mais de maintenir leur activité commerciale sur le littoral, parce que c'est là où il y a cette attractivité, notamment touristique. Mais donc, il y a ce mouvement pendulaire qu'ils effectuent. Donc, en fait, on voit bien que la mobilité, notamment en milieu insulaire, est plus adaptée à la réalité de l'exposition exco-naturelle que cette vision continentale un peu fictice de repli stratégique définitif. Il ne faut pas être dans le définitif. L'adaptation, c'est l'agilité, la possibilité d'une certaine mobilité. Et c'est la philosophie de notre projet. Donc on dit, et là, quand j'expliquais, les bonnes terres sont cultivées sur les mondes, mais en même temps, bon, on a besoin du littoral. Mais on ne va pas non plus faire l'inverse. C'est-à-dire, on s'est installé sur le littoral en tournant le dos au monde quelquefois. Mais là, il ne s'agit pas de s'installer sur les mondes en tournant le dos à la mer, qui est aussi un espace stratégique pour tout ce qu'on sait, mais d'évacuation aussi. D'où l'idée, en fait, de ce lien, cette notion de trace évoquée par les jeunes architectes, entre les mondes qu'on occupe, où on est à l'abri a priori, et l'espace maritime, qui est source de nourriture, qui est source de déplacement, qui est source de développement économique, etc. Très bien. Tu sais, au niveau du cabinet Stratéam, nous, on défend l'outre-mer. Hein. D'ailleurs, on a la chance d'intervenir à Mayotte, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Et on voit que ces sujets de submersion marine, de montée des eaux impactent l'ensemble des outre-mer. Pas que, d'ailleurs. Hein, le littoral des Hauts-de-France, le littoral aquitain, et même au niveau de PACA, subit la montée des eaux. N'empêche qu'au niveau des élus et de l'expérience des Outre-mer, est-ce qu'il y a une convergence au niveau des parlementaires? Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui qui est en filigrane au niveau des réflexions des parlementaires, ou c'est un axe qui peut demain être travaillé pour mieux être poussé et mieux faire porter l'expertise, voire l'innovation que sont capables de porter les territoires d'outre-mer? Alors, je sais, finalement, les histoires d'activités parlementaires, leur reconnaissance, leur point de reconnaissance, leur profond de reconnaissance, c'est comme les sujets médiatiques. Hein. Aujourd'hui, tout le monde parle de la vie chère. Donc, si j'avais par hasard décidé de me consacrer à ça, bon, j'aurais été le héros des parlementaires. Bon, je suis moins le héros parce que j'ai fait voter une résolution à l'unanimité sur la question du trait de côte. Parce que les gens, ils s'en fichent pour l'instant. Bon, avec ma collègue d'ailleurs polynésienne. Quand on est... Bon, c'est normal, elle, parce qu'il y a l'expérience de la Polynésie qui est hyper menacée. Il y a des territoires qui disparaissent déjà dans cette zone-là, dans cette zone du Pacifique. Moi, tout ce que j'ai vécu avec les lares de prêcheurs, les houles cycloniques à répétition, ça fait qu'on est sensible à ça et qu'on porte le message. Donc, certains élus sont très conscients de la nécessité d'agir dessus. Bon, d'autres peuvent l'être moins, mais peuvent être sensibles. Et puis d'autres peuvent se dire, bon, ça, c'est pas notre problème. Et ce que je dis que c'est dommage. Aujourd'hui, par exemple, en Martinique, on va entendre des gens dire que les élus foutent rien. Pourquoi, bon, les prix sont aussi chers? Qu'est-ce qu'ils font? Et lorsqu'on a travaillé, par exemple, sur la question du trait de côte, mais demain matin, il y aura un gros cyclone avec une grosse houle cyclonique toute cas écrasée,
Peut-être qu'à ce moment-là, ils vont se dire oui, mais peut-être qu'à un moment donné, Marcelin a peut-être raison d'attirer d'autres, comme ma collègue polynésienne, que nous avions raison d'interpeller le gouvernement et les gouvernements sur la nécessité d'un financement clair de manière à mettre les populations à l'abri. Donc c'est un peu ça. Mais je pense que de toute façon, il y a quand même, on le voit bien, puisque là, il y aura d'ailleurs les journées d'études de l'Association nationale des élus du littoral seront organisées en Guadeloupe. Et j'ai déjà été invité, par exemple, par l'Interco Outre-mer sur ce type de sujet, en Guadeloupe, mais aussi également en France. Et je crois que de plus en plus, surtout les élus locaux, sont bien conscients de ces réalités-là. Et pas qu'en Martinique ou dans les 10 Outre-mer. Moi, je me souviens pour avoir une petite expérience à l'ANEL. Quand je suis arrivé à l'ANEL au départ, je venais d'être élu maire. C'était surtout l'ANEL, il y avait majoritairement des communes du littoral français, c'est-à-dire plutôt de droite. Et la philosophie dominante, c'était on protège, c'était l'idée du hard avec les ouvrages de défense du littoral. On pensait qu'on pouvait défendre le littoral comme ça tout le temps. Et puis il y a eu une évolution à partir de Singcha. Là, les gens ont compris que les digues pouvaient sauter sous les effets des éléments naturels. Et ce qui m'inquiète quand même, je dois le dire, lors des derniers événements Beryl en Martinique, le pêcheur, par exemple, a été très fortement impacté. Les gens qui étaient réticents, notamment au niveau des pêcheurs, pour monter dans les hauteurs, ils m'ont expliqué qu'ils avaient mis des enrochements individuels. Ils m'ont dit, mais on est d'accord pour monter. Si tu veux, tu as peut-être raison. Mais pour l'instant, là, concrètement, est-ce qu'il faudrait pas en attendant, parce que le projet prend un certain temps, remettre des enrochements, renforcer les enrochements? Ce à quoi j'ai adhéré. Je dis, oui, ça me paraît, oui, convenable, mais dans l'esprit toujours du provisoire qui ne devrait pas durer. Et j'étais assez surpris d'entendre un éminent professeur d'université dire que finalement il fallait des enrochements, mais sans nuancer le propos. Et ça m'inquiète. Ça veut dire que, et c'est ce dont je parlais, ça fonctionne des événements et qu'on s'oriente et qu'on donne de l'importance à telle méthode, tel sujet, etc. Ça veut dire que hier, avec Cynthia, on a vu que les digues ne suffisaient pas. Donc on a pensé qu'il fallait d'autres stratégies d'aménagement du territoire sur la question des risques. Mais aujourd'hui, comme effectivement un certain nombre de maisons ont pu rester sur la frange littorale et que les enrochements pour les protéger, on se dit, mais c'est peut-être la solution. C'est là qu'il faut éviter. Non, il faut peut-être, si on ne peut pas faire les choses, les recompositions urbaines, il faut un certain temps, c'est vrai, je crois, il faut un processus, notamment, parce qu'il faut aussi permettre la participation effective des populations pour faire les choix nécessaires, mais en même temps, envisager que provisoirement, il y ait des systèmes de défense, mais qu'on dise à quel moment on en sort et tout ça. C'est ça, ces stratégies intelligentes, mais là, on est dans ou c'est de l'enrochement, ou c'est de la recomposition urbaine, et c'est jamais la combinaison intelligente des deux. Moi, je plaide pour la combinaison intelligente des deux parce que c'est ça qui est pragmatique, c'est-à-dire le temps, parce que les événements n'attendent pas, on peut avoir un cyclone dévastateur à n'importe quel moment. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Mais le temps justement de maturation, je veux dire, du processus de recomposition urbaine, eh bien, on peut envisager des enrochements en se disant, ils ne pourront pas rester là tout le temps. Très bien, Marcelin. Je crois qu'on a fait le tour de ce sujet avec toi. Mais, okay, merci en tout cas. Je te remercie beaucoup de ton témoignage, de ta disponibilité, de ton temps. Et puis peut-être que si tu as un dernier mot à partager, à toi ces derniers mots. Donc. C'est une expression que nous utilisons souvent aux prêcheurs de cette philosophie de Confucius, c'est nous faisons de notre faiblesse notre force. Nous pensons effectivement que la réalité de notre pauvreté, de notre exposition au risque, peut nous permettre, si nous sommes suffisamment intelligents, collectivement, nous permettre effectivement de sortir par le haut en inventant quasiment, je le dis, un modèle de société qui pense le vivant, qui pense l'humain, avant de prendre en compte d'autres impératifs comme l'impératif économique de façon exclusive, quoi. Il faut cette vision holistique globale pour penser nos sociétés
et se dire qu'il ne faut jamais prendre les choses par le petit bout de lorgnette. Très bien. Merci à toi et à très bientôt Ok. pour de nouveaux témoignages. Merci, et moi.